un tout petit point actualité avant de commencer cette vidéo. Si j'ai pu découvrir, ou en tout cas redécouvrir Strange Days l'année dernière sur grand écran dans une copie 35 mm absolument sublime, c'est grâce au PIF, le Paris International Fantastic Film Festival. Et vous savez quoi ? La 12e édition du PIF arrive. Elle arrive du 6 au 12 décembre au Max Linder à Paris toujours. Foncez découvrir ce festival, c'est absolument passionnant, la programmation a l'air dingue, on s'y retrouve très vite. Nous sommes en 1995. Coolio est en tête des charts avec Gangsta's Paradise, Braveheart remporte 5 Oscars dont celui du meilleur film. En Inde, le plus grand film romantique de l'histoire déchaîne les passions et propulse définitivement Shah Rukh Khan au rang de légende vivante. Les États-Unis se passionnent pour le procès O.J. Simpson, et pendant ce temps, Kathryn Bigelow et James Cameron vont vivre un échec cinglant au box-office avec une œuvre expérimentale et visionnaire. Salut, c'est Clem, et comme on s'attaque aujourd'hui au monument Strange Days, j'ai préféré venir bien accompagné. Eh bien moi c'est Victor de la chaîne Le Cinématographeur. Merci Clem pour l'invitation, à tout de suite. Alors préparez-vous les amis, et bienvenue pour un épisode de Flopbuster vraiment pas comme les autres. À la fin de l'année 1995, James Cameron travaille sur l'ébauche d'une histoire qu'il appelle The Magic Man. Alors qu'il sort tout juste du triomphe Terminator, le cinéaste va enchaîner aussitôt avec Aliens, le retour, puis Abyss, tout en travaillant sur le scénario de Rambo 2. Et même pour un travailleur acharné et multitâche comme Cameron, ça commence à faire beaucoup. Bien trop occupé par ses projets passionnants, il va donc laisser de côté The Magic Man, l'histoire d'un futur dystopique à l'aube du nouveau millénaire. Il faudra attendre près de 7 ans pour que Cameron se replonge dans son ébauche de scénario. Et l'actualité va jouer un rôle. En 1992, des émeutes explosent à Los Angeles suite à l'agression de Rodney King par des policiers. Le tout ayant été filmé à l'insu des policiers, et ces derniers vont être, comme très souvent dans ce genre d'affaires, complètement relaxés à l'indignation générale. Cette fois-ci, Cameron ne va pas travailler seul sur le projet. Il avait rapidement résumé ses idées à son ex-femme, Kathryn Bigelow, et cette dernière semblait particulièrement décidée à collaborer sur l'histoire. À l'époque, Bigelow n'était certes pas la cinéaste oscarisée de renom qu'elle est aujourd'hui, mais elle se faisait tout de même un nom chez les cinéphiles, en particulier depuis la sortie du formidable Point Break en 1991. Peu à peu, Strange Days était en train de naître. Initialement, James Cameron voulait surtout se concentrer sur une romance dans un monde au bord de la faillite. Ce qui l'intéressait, c'était cette vision d'un héros tragique qui risque sa vie pour sauver la femme qu'il aime à l'aube d'un nouveau millénaire. Un vague concept de technologie permettant de visualiser des souvenirs était également présent, mais sans être forcément au cœur de l'intrigue. De son côté, Kathryn Bigelow a envie d'apporter une noirceur, une vraie violence bien plus marquée que celle du scénario de Cameron. Elle préfère orienter le récit sur la brutalité d'un monde chaotique plutôt que sur la romance. C'est de cette opposition passionnante que va naître Strange Days, la confrontation entre un réalisateur passionné de mélodrame au sens noble du terme et une cinéaste en quête d'émotions fortes et de propos politiques marqués. Pour finaliser l'écriture du scénario, Cameron et Bigelow vont faire appel à Jay Cox, collaborateur régulier de Martin Scorsese, à qui l'on devait Le Temps de l'innocence et qui écrirait plus tard Gangs of New York ou encore Silence. Et on en parlait dans la dernière vidéo, il était présent sur les réécritures de La Dernière Tentation du Christ. Pour la petite anecdote, Cox avait également assisté James Cameron sur la correction du scénario de Titanic, bien qu'il n'ait jamais été crédité pour des raisons contractuelles, là encore, comme sur La Dernière Tentation du Christ. Pour Strange Days, Jay Cox s'est vu confier 90 pages écrites par James Cameron, ainsi que de très nombreuses notes de la part de Kathryn Bigelow. Son rôle a été d'organiser et de condenser toutes les idées pour créer un ensemble cohérent. En 1993, le scénario définitif du projet est bouclé. Exit le titre provisoire de Magic Man, le long métrage s'appellera officiellement Strange Days, en hommage à l'album culte des Doors. On entendra d'ailleurs une reprise au piano du titre éponyme dans le film, joué par Ray Manzarek lui-même. Et ça n'est pas la première fois que Kathryn Bigelow rend hommage à cet immense groupe. En effet, initialement, Point Break devait s'appeler Riders on the Storm. Et pour boucler l'aspect musical du film, le sample vocal de Right Here Right Now de Fatboy Slim sera repris directement d'un dialogue de Strange Days. Ce dialogue-là pour être précis. Right here, right now! Right here, right now! Right here, right now! Right here, right now!
En restant sur le thème de la musique, Strange Days est un film très musical qui comporte de nombreuses séquences de concerts. Cette envie de musicalité, elle va influencer fortement les choix de casting du film. Pour le rôle assez trouble et complexe de Philo Grant, Catherine Bigelow pense tout d'abord au chanteur Bono du groupe U2. Bono va accepter de lire le scénario et demande un temps de réflexion, mais finira par refuser après plusieurs mois. La cinéaste va finalement se tourner vers Michael Wincott, qui a tout de même un petit lien avec la musique, puisqu'il tenait un rôle dans le biopic The Doors réalisé par Oliver Stone. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence ? Mais moi je sais pas. Au-delà de ce rôle particulier, le casting sera complexe. Pour incarner Lenny Nero, de nombreux noms prestigieux vont se succéder. Andy Garcia était largement favori d'après la presse spécialisée, mais les rumeurs citent également Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Nicolas Cage, Kurt Russell ou encore Patrick Swayze. Une sacrée brochette de stars pour un rôle qui reviendra finalement à Ralph Fiennes. D'après un article publié par le Hollywood Reporter en 1994, c'est sa performance dans la liste de Schindler qui a convaincu Catherine Bigelow. Elle cherchait un acteur capable d'intelligence, de profondeur, de complexité pour un rôle de héros pas si héroïque que ça. Et si le choix était peut-être discutable s'il s'agissait de trouver une star bankable au box-office, sur le plan purement artistique, c'est absolument brillant et ça fonctionne de bout en bout. Pour le rôle de Mace, Catherine Bigelow a tout de suite pensé à Angela Bassett et l'actrice a également immédiatement accepté le film. Et franchement, on a du mal à imaginer qui que ce soit d'autre tant elle incarne Mace avec brio. La mission de trouver une interprète pour Face sera un peu plus complexe, puisque Bigelow souhaitait une actrice qui interprète elle-même ses chansons. Après de nombreux castings et essais décevants, la cinéaste va finalement rencontrer Juliette Lewis, qui correspond parfaitement à ce qu'elle cherchait. Quelques années plus tard, Juliette Lewis va d'ailleurs réellement se lancer dans la musique, notamment avec son groupe Juliette and the Licks. La recherche d'une Faith a été si difficile qu'elle a retardé le début du tournage d'1 mois. L'aventure commence enfin en juin 1994 et le tournage se déroulera intégralement à Los Angeles. L'immense majorité du tournage va se faire de nuit, 77 nuits pour un total de 88 jours de tournage. Les conditions étaient évidemment compliquées et ce rythme infernal va épuiser l'équipe. Cependant, le producteur Stephen Charles Jaffe admettra que tout le monde admirait l'efficacité et la rigueur de Catherine Bigelow. Il déclarera ainsi « Elle était tellement bien préparée qu'elle prenait quelques jours à peine pour faire ce que la plupart des cinéastes feraient en plusieurs semaines. » Pour tourner la séquence de fin du film, une immense fête chaotique qui célèbre l'arrivée du nouveau millénaire, il fut décidé d'organiser une véritable rave avec des musiciens et une entrée payante, $10 la place. En tout, c'est 10 000 figurants qui se croisent sous la caméra de Bigelow, le tout surveillé par 50 policiers en civil et des concerts d'artistes très populaires à l'époque. La simple organisation de cet événement fou aurait coûté en tout $750 000. La rave va durer de 21h à 4h du matin pour tout filmer, et le chaos à l'écran était également un chaos derrière la caméra. À l'issue de la soirée, 5 figurants sont hospitalisés pour overdose d'ecstasy. Pas étonnant que le spectacle désordonné et décadent soit immersif à ce point quand on le regarde à l'écran. Un autre enjeu majeur du tournage sera de mettre en scène la technologie futuriste du squid qui permet d'assister à de longues séquences en vue subjective. Alors d'accord, la caméra subjective c'est une technique qui était déjà couramment utilisée dès les années 20, mais aucune des caméras disponibles à l'époque ne correspond à ce que Catherine Bigelow demande. Il fallait une caméra légère, facilement manipulable, qui puisse donner une sensation d'immersion totale, tout en étant à la fois suffisamment instable pour créer cette illusion de réel, mais suffisamment stable pour que tout soit lisible, et c'est là que la complexité de la chose entre en jeu. En tout, les équipes techniques de Lightstorm Entertainment vont passer plus d'1 an à développer la caméra parfaite. Une 35 mm qui pèse à peine 4 kg. Et pour la séquence en vue subjective qui ouvre le film avec un saut sans harnais, il y aura en tout 2 longues années de préparation. Une véritable prouesse technique qui reste toujours aussi impressionnante quand on la regarde aujourd'hui. Right. I wanted something that had a certain kind of life to it, not as much life as handheld and not as smooth and sort of languid as Steadicam. So we had to build a camera in order to replicate this sort of quick, fleeting simulation of one's vision. Une fois le tournage bouclé, James Cameron participera grandement au montage, mais il ne pourra pas être crédité puisqu'il ne faisait pas partie du syndicat des monteurs. Il rejoindra le syndicat pour Titanic en 1997 et il est depuis crédité en tant que monteur sur tous ses films.
On peut donc considérer Strange Days comme un tournant dans sa carrière, même s'il n'en est pas le réalisateur, c'est vraiment son premier coup d'essai majeur en tant que monteur. Strange Days faisait partie d'un accord entre Lightstorm et la 20th Century Fox qui incluait également True Lies, le tout pour 100 millions de dollars de budget. Le total avait été divisé entre les deux projets et Strange Days budgété pour 30 millions de dollars. Malheureusement, lorsque le tournage s'achève enfin, le film de Bigelow coûte déjà 42 millions de dollars. Pour l'époque, c'est un excès considérable par rapport à ce qui était prévu. La Fox va rapidement paniquer en voyant qu'il est particulièrement difficile de vendre une œuvre si sombre et violente au grand public. Et si Catherine Bigelow se félicite en interview de ne pas pouvoir classer son film entre film noir, science-fiction, c'est exactement cet aspect hybride qui inquiète le studio. En termes de marketing, pas de case précise, ça veut dire pas de public précis à qui vendre le produit. Et ça, c'est inquiétant. La campagne promotionnelle sera particulièrement laborieuse, et lorsque Strange Days sort enfin sur les écrans américains en octobre 95, c'est un désastre immédiat. Avec à peine 3,5 millions de dollars pour son week-end de démarrage, le film partait très mal. Pire encore, le bouche à oreille extrêmement mitigé va totalement le plomber, et le film n'atteindra même pas les 8 millions de dollars en fin de course au box-office national. À l'étranger, le désastre est le même, notamment en France, où le film fera à peine 160 000 entrées, un total absolument ridicule pour le box-office français des années 90. On retiendra le week-end du 13 octobre 1995 comme un week-end maudit au box-office nord-américain. En effet, le même jour, William Friedkin sort Jade, qui va récolter environ 10 millions de dollars pour un budget de 50 millions, et Roland Joffé sort Les Amants du Monde Nouveau, qui fera un immense flop et sera rapidement classé parmi les pires films de l'histoire. Côté critique, Strange Days a quelques rares alliés, notamment Roger Ebert, qui lui attribue 4 étoiles, mais le film divise tout de même énormément. Ambitieux mais décevant pour le San Francisco Examiner, affreusement monotone et démodé pour Globe and Mail, une fable boiteuse et tiède pour le San Francisco Chronicle, difficile d'éviter le naufrage après un tel accueil. L'échec cuisant de Strange Days a pratiquement tué la carrière de Catherine Bigelow. Si James Cameron va très vite se relever, avec Titanic à peine 2 ans plus tard, Bigelow va devoir se battre pendant 5 ans avant de pouvoir sortir un nouveau film, et elle ne goûtera plus au succès avant 2009, avec l'oscarisé Des Mineurs. Une des cinéastes les plus prometteuses de tout Hollywood est devenue une paria en un seul week-end. Mais Strange Days, qu'est-ce que ça vaut et de quoi ça parle ? En 1999, dans un Los Angeles décadent et brutal, l'ancien flic Lenny Nero vend illégalement des clips vidéo en utilisant la technologie Squid qui enregistre directement des séquences réelles à partir du cortex cérébral. Un soir, Nero reçoit une vidéo anonyme qui va le faire assister aux pires atrocités. À l'aide de son ami Mace, il se lance dans une enquête crépusculaire qui pourrait mettre la ville à feu et à sang. Et Strange Days, c'est la fusion parfaite entre l'écriture de James Cameron, Catherine Bigelow et Jay Cox. D'un côté, la passion de James Cameron pour les personnages romantiques. Et oui, même dans un univers aussi brutal et obscène, il parvient à insuffler sa sensibilité au récit. Il a lui-même reconnu que tous ses films sont des histoires d'amour. Un amour en train de naître, pour Titanic, Terminator ou Avatar, un amour mis à l'épreuve dans True Lies ou Abyss, et enfin, l'amour familial, de façon plus globale, dans Terminator 2, Aliens ou Avatar 2. Cette fois-ci, on a un double trajet amoureux pour Lenny. Un amour obsessionnel et toxique envers Faith, qui fait ressortir ce qu'il y a de pire en lui et le détruit par la même occasion. Mais il y a aussi une trajectoire pleine d'espoir entre Lenny et Mace. Une relation bien plus subtile, complexe, dont l'intensité se révèle progressivement. Face à cette douceur pleine d'humanité, Catherine Bigelow apporte un style radical. La cinéaste pousse au maximum une réflexion qui guidait toute sa première partie de filmographie, la quête d'un meilleur. Elle suit des groupes d'individus qui veulent s'évader d'une société qui les emprisonne. Et cette envie de transcender les limites, cette quête d'exaltation, elle a un prix. Le prix de l'immortalité dans Frontières de l'Aube, le prix que paie Megan dans Blue Steel ou encore le prix du sacrifice pour surfer la vague ultime dans Point Break. Chez Bigelow, la quête d'idéal n'est jamais facile et elle peut s'avérer fatale. Et en même temps, elle traite toujours ses personnages marginaux avec une bienveillance déconcertante, en opposition totale aux hommes en costume ou en uniforme qui incarnent une autorité malsaine, violente. Et enfin, je serais prêt à parier énormément
que tout le symbolisme religieux du film est en grande partie une grille de lecture apportée par Jay Cox. Alors oui, Cameron aussi est passionné par le spirituel, mais dans un sens plus global. Chez Jay Cox, notamment grâce à son travail pour Scorsese, on finit forcément par retrouver des thèmes très chrétiens. Dans un monde au bord du chaos, où plus rien n'a de sens, Strange Days suit deux héros brisés qui veulent croire en quelque chose. Très littéralement, Lenny s'accroche à Faith, la foi, dans un contexte d'apocalypse. Max conseille même à Lenny de se tourner vers la religion s'il veut s'en sortir. Et même le rappeur Jericho est une référence biblique. Une ville dont les murailles se seraient effondrées au son des trompettes. Bien vu pour un personnage dont la musique fait littéralement trembler un état policier à bout de nerfs. Avec ses trois styles si différents, ses visions artistiques marquées, Strange Days aurait pu n'être qu'un projet chaotique, un pêle-mêle d'idées brillantes mais qui ne vont pas ensemble. Sauf que sa grande force, c'est justement d'être un immense chaos organisé. Un objet fascinant grâce à son trop-plein de thématiques. C'est dans l'excès que cet univers grunge trouve tout son sens. Comme souvent face à un film dystopique qui projette une certaine vision du futur, on trouvera toujours des défenseurs de Strange Days prêts à qualifier le film d'œuvre prophétique. Un film qui anticipait notre rapport aux images choc, voire notre addiction aux réseaux sociaux, et cette impression de vivre par procuration à travers le regard des autres. Mais voir Strange Days comme un simple proto-Black Mirror, ce serait extrêmement réducteur. C'est avant tout un film politique. Politique dans sa vision de l'art, politique dans sa vision sociale. Dans Strange Days, tout est d'ailleurs une question de vision. Strange Days nous fait entrer dans sa narration par un plan subjectif. On apprendra par la suite que c'est un souvenir que Lenny Nero, notre héros, vit par procuration grâce au Squid. Ce plan séquence de 3 minutes, qui va raconter un braquage raté, va questionner la perception et le regard du spectateur. Parce qu'un plan subjectif, normalement, c'est l'identification absolue. Ça nous force à partager l'intériorité d'un personnage afin de ressentir ses émotions. On pense par exemple au plan subjectif des Affranchis de Martin Scorsese, qui nous fait découvrir l'univers de la mafia à travers les yeux de Ray Liotta, nous faisant ressentir à quel point il se sent et il est important. Mais aussi l'utilisation du plan subjectif pour mettre le spectateur fondamentalement mal à l'aise, comme dans Halloween de John Carpenter, où un plan séquence ouvrait pareillement la narration, le mettant à la place du tueur. Mais ici, Catherine Bigelow nous fait partager le point de vue de quelqu'un qui n'a pas d'identité, un personnage anonyme dont on connaîtra jamais le visage, puisque ce souvenir finit avec sa mort. Un plan subjectif sans aucun référent qui force le spectateur à s'identifier à du vide, posant ainsi les bases de toute la réflexion qu'elle va développer au cours de son film. Qu'est-ce qu'un souvenir, à part une expérience personnelle, qui est ici dévoyée de son sens, parce qu'elle est vendue sous forme de fixe au marché noir comme de la drogue. Par ce choix de ne pas avoir de référent dans son ouverture, Catherine Bigelow nous montre que cette appropriation des expériences des autres repose finalement sur du rien. Ce qui devait être l'expérience absolue est finalement totalement dénué de sens. Un affect sans sujet. Et c'est précisément ce que Lenny doit comprendre, apprendre à se défaire de ses souvenirs, qui sont ainsi, dès le début, liés à une expérience mortifère, pour finalement voir ce qui était en face de lui depuis le début, c'est-à-dire Mace, celle qui refuse le Squid. I know what you think about the wire. I'm not doing it. Want to take a look? Hell no, I don't fool with that. I told you no wirehead shit in my car. Et qui est la seule du film à avoir un vrai souvenir, en flashback, alors que Lenny s'endort sur ses genoux, nous montrant comment son amour pour lui est né. Lenny est donc au départ enfermé dans ses souvenirs, son aventure amoureuse avec Faith qu'il se repasse en boucle, alors qu'elle l'envoie se faire foutre dans la réalité, diamétralement opposé aux souvenirs qu'il entretient d'elle. Hi, baby. I missed you. Lenny, you have to leave. I mean it. Stay away from me. I'm a big girl now. I've changed. Stop trying to save me. I don't need saving. Just give up on me. Montrant que ce souvenir, cette expérience qu'il a vécue, n'a rien à voir avec une quelconque réalité. Une idée que Lenny refuse, persuadée qu'au fond, elle l'aime toujours, confondant souvenir et réalité. Comme si Faith n'avait pas pu évoluer, comme si elle était également bloquée dans le passé, comme si, par l'existence même du Squid, un souvenir, un sentiment pouvait être éternel. Ce qui est évidemment faux, comme ce que nous dit Mace. Memories were meant to fade, Lenny. They're designed that way for a reason. Parce que si un souvenir est éternel, la nostalgie n'existe plus. Et Catherine Bigelow nous montre visuellement cet enfermement où Lenny essaye de recréer dans la réalité avec Faith cette même scène devant le miroir dont il revit sans cesse le souvenir.
En essayant de le recréer, il tente d'imposer sa vision, son point de vue à Faith, doublant exactement ce que fait le tueur dans le film, qui pose un squid sur le visage de ses victimes, les forçant à voir, mais surtout à vivre, à ressentir leur propre viol et meurtre à travers les yeux, donc la jouissance de leur tueur, l'horreur absolue. Lenny est littéralement scindé en deux, entre souvenir et réalité, entre deux femmes, entre deux décisions, sauver Faith, son souvenir, ou créer la révolution avec Mace. Son cheminement doit l'amener à briser cette image qu'il projette de lui-même, ce que Catherine Bigelow traduit en le faisant tirer plusieurs fois sur son reflet, ce même reflet dans le miroir qui hantait ses souvenirs. It's over! Reprendre prise avec le réel, avec l'instant présent, briser l'écran qui le séparait de la réalité. Strange Days inverse ainsi le principe même du point de vue et de la subjectivité des plans, parce qu'il fait donc se confronter Lenny au meurtre du tueur, et alors qu'il est censé jouir en partageant ses émotions grâce au squid qui enregistre les influx cérébraux, c'est à la victime qui s'identifie à ce moment-là, brisant totalement le principe même du squid. Strange Days réfléchit ainsi à sa propre condition d'objet cinématographique, et plus largement nous fait remettre en question notre statut de spectateur, à qui on montre des gens faire l'expérience d'une expérience. De la même façon, le cinéma, c'est des histoires qu'on vit par procuration, des récits ou des souvenirs fantasmés de personnages qu'on regarde et qu'on s'approprie, la base même de la technologie du squid. Catherine Bigelow va d'ailleurs expliquer le film en ces termes. Strange Days est le test de Rorschach absolu. On peut ignorer le sous-texte et l'histoire fonctionne. Ou alors on peut s'attarder sur les formes, les ombres et voir un sens plus profond. Lenny Nero est donc un cinéaste. Il dirige des perceptions. Plutôt que de culpabiliser le spectateur sur cette quête d'émotions fortes et sa soif de violence, la cinéaste s'interroge sur nos contradictions. Et ainsi, la violence de Strange Days n'a rien de spectaculaire. Et c'est bien parce qu'elle est rendue trop réelle par la mise en scène du squid qu'elle nous semble insoutenable. Le joli filtre esthétique qu'on associe à une image de cinéma est brisé par ce point de vue subjectif qu'on nous impose. La distance devient donc plus ténue et complexe. Bon, et pour achever cette boucle infinie entre discours humain et réflexion méta, cette idée du tueur qui force ses victimes à vivre les horreurs qu'il leur fait subir à travers son regard vient pousser au paroxysme des concepts cinématographiques très forts qu'on retrouvait en 1960 dans Le Voyeur, où Michael Powell mettait en scène un assassin qui filmait ses meurtres en forçant ses victimes à se regarder mourir dans un miroir. I made them watch their own deaths. I made them see their own terror as the spike went in. And if death has a face, they saw that too. Un film qui lui aussi ouvrait sur un gros plan de l'œil du voyeur, avant de continuer par un plan séquence subjectif, vu à travers l'œil d'une caméra, posant le spectateur en tant que voyeur, si bien qu'on ne sait plus si le titre se réfère au spectateur ou au tueur, et si ce tueur ne s'identifie pas finalement plus à ses victimes, en utilisant ce miroir pour transformer sa victime en assassin, renversant l'image comme il était lui-même victime des films que faisait de lui son propre père dans son étude sur la peur, qu'il provoquait sur son fils par un lézard, qu'on retrouve, et c'est pas du tout une coïncidence, évidemment dans Strange Days. Powell transforme le cinéma et le regard en arme du crime, très littéralement, puisque c'est le trépied de la caméra qui cache le poignard qui tue les victimes. De la même façon, comment est-ce qu'on peut oublier le regard caméra complice au spectateur qui conclut le Psychose d'Alfred Hitchcock, lui rappelant qu'il s'est identifié au tueur pendant la moitié du film, lequel ouvrait d'ailleurs sur un même geste voyeur, puisque la caméra se faufilait sous des persiennes pour surprendre un couple non marié après l'amour. Et le deuxième angle de réflexion majeur du film est une réflexion sur la vision politique. Il est difficile, voire impossible, d'oublier face à cette œuvre à quel point Rodney King a influencé James Cameron dès l'origine du projet. C'est même l'événement qui a poussé Catherine Bigelow à vouloir s'y investir. On découvre progressivement que toute l'enquête du film mène à un point culminant, l'assassinat du rappeur Jericho One. Le clip que l'on voit en cours de film est d'ailleurs passionnant dans son message politique frontal et sans concession. Jericho décrit ainsi les États-Unis comme le boogeyman des Afro-Américains depuis 4 siècles. Le tout illustré à l'écran par un fondu sur une cagoule du Ku Klux Klan. Le trope du cinéma de genre, le boogeyman masqué qui terrifie une population, rejoint alors l'histoire américaine avec un grand H pour nous présenter un coupable dont l'identité ne fait aucun doute.
What's the boogeyman? Et plutôt que de vouloir apaiser, plutôt que de chercher un nouveau départ, les institutions, les personnes de pouvoir du film se réfugient derrière un état policier brutal. Tout le long du film, on observe des policiers armés jusqu'aux dents, militarisés face à leur propre peuple, se déplaçant dans des tanks prêts à tirer sur la foule. Le tout ponctué d'une imagerie fasciste évidente. Il y a quelque chose de déchirant à voir une œuvre de 1995 nous raconter que même si le meurtre d'un Afro-Américain par un policier était filmé de la façon la plus détaillée possible, le discours médiatique aurait toujours une marge de manœuvre pour maquiller, créer un narratif différent, récupéré politiquement. Police earlier said that the killings appear to be gang-related. Près de 20 ans avant les mouvements Black Lives Matter, tout était déjà en sous-texte dans Strange Days, jusqu'au grand mouvement final qui nous montre Mace se faire brutaliser en public aux yeux de tous par des policiers blancs. Notons que pour pousser la métaphore jusqu'au bout, Mace va donner la vidéo cruciale au superintendant de police dans les toilettes pour hommes à la fin du film. Elle outrepasse toutes les barrières raciales et de genre. Elle n'est littéralement pas à sa place dans cet endroit et c'est justement en bousculant ces barrières qu'elle parviendra à amorcer un changement crucial pour le meilleur. Bien plus fou encore, le film semble avoir anticipé la perte de confiance dans les institutions. Après tout, si Lenny se lance dans cette enquête, c'est parce qu'il sait très bien que la police ne fera absolument rien pour la mort d'une travailleuse du sexe. Ainsi, la notion de justice dépend de la couleur de peau, mais aussi de la classe sociale. Et cette perte de confiance conduit irrémédiablement à la tentation des théories du complot. Dans un monde où 2 policiers peuvent tuer sans raison et éliminer chaque témoin pour se couvrir, on comprend facilement pourquoi Lenny se fait avoir par les théories complotistes de Max. I heard stuff. What stuff? You know, I heard stuff. Smoke, rumors. I've heard stuff. I've heard stuff about a death squad. Après tout, cette histoire d'escadron de la mort au sein de la police n'a rien de plus absurde que la réalité auquel nos personnages font face. Et si Lenny accuse directement Philo d'être paranoïaque, Max reproche à Lenny de ne pas l'être suffisamment. Puisque Strange Days se déroule dans un monde où la perception s'achète, où tout n'est que mise en scène, la notion même de vérité devient un concept fragile en voie de disparition. Ce qui paraît fou quand on relit les interviews d'époque de Catherine Bigelow, c'est à quel point la cinéaste insiste sur le fait que son film délivre un message d'espoir. Strange Days semble pourtant traversé par cette atmosphère cataclysmique, cette ambiance de fin du monde. À l'image de cette triste victime qui assiste de force à sa propre fin, Bigelow nous confronte à la fin possible de notre espèce. Une atmosphère anxiogène typique du cinéma des années 90, particulièrement dans ces dernières années. C'est une part de la société qui s'effondre dans Fight Club, c'est cette simulation cauchemardesque dans laquelle nous sommes enfermés au sein de la matrice, c'est ce que le cinéma américain essayait de transmettre à la fin du millénaire. Mais il y a pourtant bel et bien un cri d'espoir au cœur de ce récit sombre, l'espoir d'abolir les frontières sociales, l'espoir de faire tomber cet état policier, l'espoir d'accepter qu'un média transformant les regards puisse enfin être utilisé à des fins bienveillantes. Après avoir traversé une œuvre violente et décadente, Strange Days nous propose un nouveau millénaire où un meilleur serait possible. Un millénaire qui s'ouvre sur un baiser et l'envie de croire que le plus dur est enfin derrière nous. Et pour ma part, en sortant totalement de l'analyse formelle et thématique, j'aime tout particulièrement ce film pour un plan vers la toute fin qui ne dure pourtant qu'une fraction de seconde. Ce plan-là. Ce plan me broie, vraiment. Ce plan piétine mon âme, fait du trampoline dessus, mais d'une force que je ne m'explique pas. Alors certes, on pourrait passer des heures et des heures à analyser toutes les raisons formelles, esthétiques, de filmer Mace de cette façon, pourquoi avoir choisi cet angle-là, pourquoi ce moment du film, qu'est-ce que ça symbolise. Mais la magie du cinéma, c'est aussi ces moments d'abandon. Le moment où on peut simplement refuser d'aller plus loin, juste s'abandonner devant l'émotion d'un plan, d'une séquence, parfois d'une ligne de dialogue. Et ce déchirement artistique fait partie de ces moments de cinéma qui ont vraiment profondément marqué ma vie cinéphile. Alors rien que pour ça, Strange Days sera toujours ce flop culte que j'aime et que je défendrai envers et contre tout. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode spécial de Flopbuster. N'hésitez pas à voter en commentaire, abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez le refrain. Et un immense merci à Victor du cinématographeur. Au passage, vous pouvez retrouver son livre qui vient tout juste de sortir, l'œuvre de Steven Spielberg, l'art du blockbuster, volume 1. C'est passionnant, vraiment tout aussi passionnant que ses vidéos. Victor, merci profondément d'avoir participé à la vidéo. Merci de nous avoir regardés. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour par chez moi. Allez, à ciao bisous.
Ciao.